d'avoir accepté. Bonjour Marie. Vous êtes Bonjour Lucille. sur le sommet On n'est pas que des parents pour cette deuxième édition et aujourd'hui je reçois Marie Chassin qui est donc ostéopathe à Reims et qui va nous faire le plaisir aujourd'hui de parler de plein de sujets dont les parents entendent souvent parler mais c'est souvent un peu flou. Donc là on va essayer de voir vraiment ce qui se passe au niveau des reflux, des coliques, des plagios et on ira évidemment bien plus loin avec Marie. Tout d'abord je vais la laisser se présenter. Ok. Donc oui, je m'appelle Marie Chassin, je suis ostéopathe. Je suis diplômée de l'ESO, l'École supérieure d'ostéopathie, donc depuis 2019. J'ai fait un cursus de 6 ans. J'ai une expérience en maternité à la clinique de Vauban à Livry-Gargan, en service hépatogastro et oncologie au CHIC de Créteil, au service oncologie à l'hôpital Tenon. Et j'exerce à Reims depuis 2 ans, donc dans un cabinet pluridisciplinaire. Et justement, je suis spécialisée en obstétrique, en pédiatrie et dans les dysfonctionnements hormonaux, justement pour prendre en charge tout un tas de problèmes, notamment l'infertilité fonctionnelle. Puis voilà. Super, merci beaucoup. On va commencer ces sujets autour de l'ostéopathie. Moi, je voulais absolument qu'il y ait un sujet sur l'ostéopathie dans ce sommet parce que j'entends beaucoup de familles qui ne prennent pas forcément le temps, ne se rendent pas compte de l'intérêt de l'ostéopathie quand ils viennent d'accoucher. Là, on va vraiment focuser sur l'enfant, mais il y a aussi tout un intérêt pour la maman et puis pour chacun. Mais en tout cas, là, on va focuser sur la partie enfant. Et je recommande vivement, je le partage régulièrement sur Instagram, qu'il faut aller voir les ostéopathes régulièrement quand ils sont tout petits et puis après de manière un peu moins fréquente quand on grandit, mais en tout cas, il faut y aller régulièrement, c'est important. Et on va l'expliquer pourquoi et tu vas évidemment donner des informations clés et notamment sur le reflux. Donc, je vais te laisser nous parler du reflux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important de venir vous voir? Ça marche. Alors déjà, le reflux, qu'est-ce que c'est? C'est une remontée involontaire du contenu de l'estomac, du bol alimentaire de l'enfant dans l'œsophage. Donc c'est pas du tout contrôlé. Alors c'est important de bien consulter par rapport à ces problèmes-là, que ce soit un ostéopathe ou même faire un suivi aussi pédiatrique. Parce que lorsque c'est pris trop tard, ça peut faire des dégâts. Et ça peut toucher la trachée, l'œsophage, les bronchioles, ce qui peut donner d'ailleurs des bronchiolites derrière. Et parce que l'acide, en fait, elle va irriter toutes ces structures. Alors déjà, l'inconfort de l'enfant, déjà, voire même la douleur, hein, on peut clairement le dire. Et puis, si on peut éviter derrière, par exemple, une œsophagite, qui est une pathologie, justement, une inflammation au niveau de l'œsophage qui va demander une prise en charge un peu plus importante. C'est vrai que c'est mieux de s'en charger. Et c'est vrai que le plus tôt on le voit, le plus tôt on peut le prendre en charge et éventuellement avoir aussi une prise en charge vraiment pluridisciplinaire entre le pédiatre qui va vraiment voir plutôt le lait, le choix du lait, éventuellement s'il y a besoin de Gaviscon spécial pour enfants. Et on verra que le Gaviscon, il y a un côté positif, ça va aider en fait l'enfant pour tout ce qui est acidité, mais ça a d'autres côtés négatifs. Donc voilà. Alors on va peut-être parler des manifestations, comment ça Oui, se... j'allais dire comment on s'en rend compte. Est-ce que Ouais. c'est aux séances qu'on fait avec son ostéo où lui il peut s'en rendre compte ou c'est nous, notre enfant, il recrache régulièrement parce que j'ai aussi entendu parler des reflux internes et donc de ceux qu'on ne voit pas forcément mais qui ne sont pas pour Ouais. autant moins importants. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le bol alimentaire qui remonte, mais alors dans certains cas, ça va sortir, donc le lait va couler. Il y a un cas où ça va sortir en jet, et ça c'est vraiment particulier. Mais il y a aussi le fait que ça va remonter, mais ça ne va pas remonter aussi haut pour sortir en fait. Donc oui, il y a des manifestations. Alors déjà, le parent peut remarquer des choses. Nous, on va aussi aller chercher vraiment avec le parent toutes ces informations-là. C'est des choses qu'en fait on va vérifier. Est-ce qu'il y a des reflux, il y a des coliques, on va vraiment vérifier ça en début de consultation. De toute façon, pour un enfant, c'est est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il digère bien,
le sommeil, j'ai déjà parlé, et après tout ce qui est motricité, tout ce qui est psychomoteur, etc. Mais c'est ces points-là qui vont être importants et qu'on va aller chercher. Donc la digestion, on va aller chercher, est-ce qu'il y a des manifestations, est-ce qu'il y a des reflux, est-ce qu'il y a du l'air qui sort, et on va poser vraiment toutes ces questions pour avoir des infos. Après, ça peut nous arriver justement de voir ça en séance. Ça peut nous arriver, mais en général, on a déjà des pistes, déjà ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire quand on est dans l'échange avec l'enfant, et puis des fois aussi, on retrouve ça dans le carnet de santé, ça a déjà été vu par sage-femme, si c'est vraiment dès le début à la maternité, pédiatre pour les bilans. Ok. Et donc vous, en ostéopathie, vous arrivez à accompagner ces enfants qui portent un reflux, oui. un RGO, on appelle ça aussi souvent un RGO. Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour soulager l'enfant? J'allais parler des manifestations. Vas-y. Ah, bon, d'accord, ok, très bien. Alors, donc, comment le voir? Alors, il y a plusieurs choses, il y a tout un tas de choses en réalité. Il peut y avoir donc le besoin de l'enfant d'être constamment en position verticale et de montrer un inconfort ou même des pleurs lorsque il n'est pas en position verticale. En position couchée, il peut tendre la nuque comme ça et l'amener vers l'arrière, qui évite à l'acide de retomber dans la bouche parce que c'est douloureux. On peut avoir des régurgitations, donc le fait que ça sorte plusieurs heures après la tétée ou la prise du biberon. Et il peut y avoir un petit cri strident à ce moment-là, parce que justement, c'est l'acidité qui est pas confortable, voire même fait mal. On va avoir aussi un enfant qui est constamment en train de ravaler, de déglutir, qui est tout le temps en train de faire ça. On peut avoir aussi un enfant qui est constamment en train de mâcher un chewing-gum, de faire ça constamment parce que justement il veut évacuer cette acidité et puis cette impression particulière dans la bouche. Je ne sais pas si tu as déjà eu toi des reflux, parce qu'on peut en avoir aussi à l'âge adulte, mais c'est un peu particulier. Donc il y a toujours enceinte. Ouais, c'est ça. On peut avoir aussi des réveils fréquents la nuit, qui peut s'expliquer par justement ces petits pics d'acidité. On peut avoir des enfants qui, avec les remontées, vont avoir un peu du mal on a l'impression qu'ils vont s'étouffer parce que justement ça remonte et ça peut les prendre un peu de court, par exemple quand ça leur arrive la nuit ou choses comme ça. Ou un enfant qui va constamment racler sa gorge, ce genre de choses. Alors un petit tips justement quand ils ont du mal, on a l'impression qu'ils vont s'étouffer parce qu'ils sont un peu submergés par ce bol alimentaire qui remonte. Une petite chose très douce, mais quand ils sont en train de faire ça, c'est leur souffler légèrement sur le visage, ce qui fait qu'ils vont se saisir un peu et hop, ça va les aider à se ressaisir à ce moment-là. Pas hésiter aussi à consulter un pédiatre parce qu'il y a plusieurs types de reflux. Il va y avoir les reflux de trop plein, c'est-à-dire que en fait, la vidange de l'estomac, c'est-à-dire que l'estomac va se vider, se fait à partir de 30 minutes. Et donc, si il y a eu un trop plein, c'est-à-dire que l'estomac est déjà plein et qu'on n'est pas dans ces temps on n'a pas attendu les 30 minutes. Et le lait va ressortir. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise digestion. Ça va être le fait qu'il y a un trop-plein et que la seule voie de sortie, c'est le haut parce que la vidange ne s'est pas encore faite et ça ne va pas encore dans l'intestin. Donc, il y a ça. Il va y avoir aussi les reflux où c'est en jet. Et ça peut être dû à une sténose du pylore, c'est-à-dire qu'on a donc l'œsophage, on va avoir l'estomac. Et à la fin de l'estomac, on a un petit sphincter qui s'appelle le pylore et qui, dans certains cas, chez certains bébés, est en fait tout resserré, tout fermé. Ce qui fait qu'en fait, d'ailleurs, on peut le remarquer par des enfants qui ont du mal à prendre du poids parce ou qui ne prennent pas du poids, voire qui en perdent, parce qu'en fait, justement, cette sortie d'estomac est fermée.
En général, perte de poids, ce genre de choses, on va aller en parler vite au pédiatre. Et puis après, on va avoir des problèmes de digestion où c'est des heures après la tétée ou le biberon. Et il peut se poser la question du lait, alors si c'est en formule, de est-ce que le lait est adapté, est-ce qu'il n'y a pas d'intolérance au lactose, ce genre de choses. Et ça, pour le coup, ça va être plutôt la partie comment dire, pédiatre. Et si c'est du lait au sein, dans ce cas-là, ça peut être des fois purement fonctionnel, en fait, parce que le lait maternel, le lait de la mère, et à chaque heure, d'ailleurs, c'est assez rigolo, à chaque heure, il est vraiment adapté à l'enfant. C'est-à-dire que notre corps va prévoir soit un peu plus d'eau, un peu plus de gras, en fonction de ce que notre corps capte par rapport à l'enfant. Donc, de toute façon, ça pour pas culpabiliser, hein, les femmes font bien ce qu'elles veulent et ce qui est d'ailleurs le plus adapté pour elles. Mais en parlant du lait, c'est vrai que c'est la nature, quoi. C'est le meilleur vraiment lait, on est fait bien. pour l'enfant. Donc voilà. Est-ce qu'un reflux peut arriver plus tard? Est-ce qu'on peut avoir un enfant qui, dans sa petite enfance, voilà, qu'il ait eu un biberon ou des tétés, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas vu, en tout cas, même s'il y avait peut-être quelques en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Et on voit plus tard, quand il commence à verbaliser, qu'il a des choses qui remontent, ou ça, globalement, quand on a un reflux, ça arrive petit, et après, il n'y a pas de Alors, raison. en fait, un reflux, ça peut être un peu à tout âge, hein. On en a aussi à l'âge adulte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai des patients qui me disent j'ai des brûlures d'estomac, ou j'ai des aigreurs, ou j'ai de l'acide qui remonte. Il y a les œsophagites, des adultes en ont aussi. Mais pour les enfants, c'est plus rare, je dirais, parce que déjà avec la diversification, ça aide bien quand même. Il y a aussi la maturation du système digestif, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est que la digestion peut être difficile parce que le système digestif n'est pas mature. Donc il y a de ça. C'est beaucoup plus rare, je dirais. Je pense que ça existe malgré tout. Des fois, ça peut être, par exemple, si on a des allaitements longs, ça peut être la maman qui n'est pas tout à fait prête ou qui veut arrêter au sein, qui comment dire, change du sein au lait. Ça peut être aussi, on peut avoir ce type de symptômes, par exemple avec des intolérances, des choses comme ça. Donc oui, on peut en avoir, mais je dirais que c'est beaucoup plus petit qu'on le remarque. Ok. Et donc concrètement, l'ostéopathie vient outre évidemment le pédiatre qui peut proposer des médicaments et d'autres traitements si c'est plus lourd, mais en quoi l'ostéopathie peut apporter un soulagement aux enfants en premier et puis donc aux familles, parce que ça impacte le sommeil, etc. C'est tout le monde qui va être soulagé. Oui. Alors, on va travailler sur plusieurs choses. On va regarder s'il n'y a pas de tension au niveau du thorax, au niveau du diaphragme, parce que le diaphragme, donc le muscle qui nous permet de respirer, est étroitement lié à l'estomac. Donc s'il y a des tensions, c'est vrai que ça va. En fait, nous en ostéopathie, la fonction et la mobilité sont vraiment liées, quoi. C'est-à-dire que plus une zone bouge bien, plus elle est bien innervée, plus elle est bien vascularisée, plus les infos avec les nerfs vont être mieux données, mieux circulées, etc. Plus la zone va être bien nourrie en nutriments, en oxygène, et les déchets vont être bien évacués, mieux ce sera, mieux la zone va pouvoir bien fonctionner. Donc le fait que ça bouge bien, qu'il n'y ait pas d'embûches sur le chemin pour toutes ces structures-là, ça va permettre une meilleure fonction de l'organe. Une zone qui est vraiment très peu mobile, où il y a beaucoup de tension, etc., forcément l'apport sanguin va être plus difficile. Même alors, pour le coup, on parle de conflit nerveux, on l'envoie aussi à l'adulte sous d'autres formes, mais oui, donc on peut avoir ça. Donc on va regarder le thorax, le diaphragme, on va regarder le dos aussi, parce que en fait, il y a des étages dans le dos qui correspondent à certains organes, donc on va regarder ça.
On va regarder aussi sur tout le chemin du nerf vague, un nerf qui va s'occuper juste, grosso modo, c'est un peu le chef d'orchestre pour tout ce qui est digestion. Digestion. On va regarder aussi le crâne parce que c'est un nerf qui est dans le crâne et qui après sort du crâne. Donc en gros, sur tout le trajet du nerf, on va vérifier. Et puis après, on va essayer de déterminer avec le parent si c'est du trop-plein. Et dans ce cas-là, faire la différence entre une tétée, vraiment, j'ai faim, je mange, ou je tétouille au sein ou même au biberon. Et en fait, c'est plus du confort. Et on va peut-être retirer tranquillement, gentiment ça pour pas qu'il réavale plus de lait et que ça fasse un trop-plein et que ça ressorte. Et après, ça va être des formules de lait différentes, tout un tas de conseils que l'on va aussi donner. Donc, il y a des choses qu'on fait sur le terrain, sur la table de consultation. Et puis après, ça va être toute une partie accompagnement. Ok, super. Voilà. Et on entend aujourd'hui beaucoup parler pour passer au deuxième petit point, si tu es d'accord, des coliques. Tu parles des coliques ? Ouais. Ah, si ça t'embête pas, j'aimerais bien juste donner peut-être pour les parents ou les gens qui nous écoutent les conseils à faire, si ça t'embête pas. Ah non, comme ça, pour donner un peu de clés. Donc, les conseils à faire, en plus d'aller consulter un ostéopathe et son pédiatre aussi. Mais, alors, après la tétée, que ce soit au sein ou au biberon, maintenir minimum, c'est possible, 30 minutes en position verticale, justement le temps que la vidange se fasse. La vidange se fasse, c'est-à-dire que le lait s'évacue et aille dans l'intestin, déjà. Ensuite, on va avoir surélevé légèrement le matelas, donc environ de 30 degrés. Par exemple, on va poser bébé pour dormir, ce genre de choses. Mais tout en faisant attention à la sécurité de l'enfant, parce qu'un bébé tout petit, il n'a pas, jusqu'à 4 mois, en fait, il ne va pas avoir la capacité de maintenir sa tête, de surélever correctement sa tête. Donc, en faisant en sorte que la sécurité ne soit pas mise à mal. Le traitement ostéopathique, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure. Et on va essayer, alors, en fonction de l'avis du pédiatre, bien sûr, parce qu'un bébé qui ne prend pas assez de poids, ce conseil-là va être un peu en demi-teinte. Mais si pas de problème et particulier en termes de poids, et si le pédiatre est OK, si on peut espacer les tétées, la prise de biberon le plus possible, voilà. Après, oui, essayer. Je sais que c'est pas facile pour les parents, mais essayer de pas systématiquement donner le sein ou le biberon lorsque l'enfant a mal. Essayer de trouver d'autres solutions, parce qu'en fait, sinon, c'est un peu un cercle vicieux. Comme il a mal parce que c'est un problème de digestion, évidemment, il y a tout plein de types de reflux, mais il y a des reflux qui sont dus à un problème de digestion. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il a un problème de digestion, il a mal, on lui redonne du lait, il a un problème de digestion. Donc il y a de ça. Après, pour la tétine, on fait comme on peut, évidemment. C'est vrai que ça a des côtés négatifs, la tétine, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent apaiser bébé. La tétine, des fois, quand il y a beaucoup, ils ont un besoin de succion important, c'est vrai que ça peut apaiser ça. Bercer bébé aussi sur le ballon de grossesse. On peut lui parler calmement, lui dire qu'on est là pour lui, qu'on le comprend, voilà. Et puis je crois que j'ai fait le tour de la question sur ça. Voilà. Oui, moi j'ai beaucoup verticalisé ma fille. On n'avait pas détecté particulièrement de reflux, mais elle crache. Ça ressortait quand même un petit peu après les tétés. C'est un trop plein qu'autre chose. Donc c'est vrai que le fait qu'elle soit en porte-bébé après les tétés, ça a aidé quand même beaucoup pour que ça reste. C'est ça. Le deuxième sujet, c'est les coliques, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet. Et dès qu'un bébé pleure, il a des coliques. On a un peu l'impression que c'est
C'est le truc C'est à un la peu mode. un fourre-tout, ouais. Ouais, c'est un peu un fourre-tout, un truc à la mode de oh, ben, c'est un bébé, bon, il a des coliques. Ouais, ok. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est les coliques? Comment on détecte que mon bébé a vraiment des coliques et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc déjà, les coliques, ce sont des spasmes de l'intestin qui sont à l'origine de crises de pleurs et qui apparaissent le plus souvent après la tétée ou la prise du biberon. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un bébé qui pleure, c'est un bébé qui va pleurer, qui va faire des grosses crises de pleurs vraiment qui sont très difficiles à calmer. Et c'est rythmé par les repas, c'est-à-dire que souvent, ça arrive après, après les prises alimentaires. Parce que justement, il y a cette digestion qui ne se fait pas bien et qui entraîne des spasmes qui sont douloureux et qui vont entraîner des pleurs avec des pleurs assez costauds la plupart du temps. Voilà. Donc l'origine, elle est assez difficile à déterminer par rapport à tout ce qui est les écrits scientifiques. On a quand même le fait que le système digestif soit encore immature, petit, donc ce qui peut expliquer quand même en partie le problème. Et tu fais bien d'en parler, mais oui, en fait, un bébé peut pleurer pour tout un tas de choses. Les pleurs du soir, souvent, ça va être les pleurs de décharge, plutôt. Tout le stress qui a été accumulé, il va sortir à ce moment-là. Et c'est le moment où il vide un peu quand la coupe est trop pleine. Et puis après, bébé, il va pleurer pour tout un tas de raisons, en réalité. Parce qu'il a froid, parce qu'il a chaud, parce qu'il a peur, parce qu'il est stressé, il ressent le stress de la maman ou du papa. Pour comprendre aussi qu'un enfant, tout est nouveau pour lui. C'est-à-dire qu'il a connu pendant 9 mois le ventre. Il a connu, d'ailleurs, ce qu'il a connu dans le ventre est rassurant pour lui. Donc les voix de la maman, les voix du papa, ça peut être de la musique, ça peut être, je ne sais plus comment ça s'appelle, les colliers pour la grossesse avec un petit grelot. Oui, voilà. Ça peut être l'odeur, le battement cardiaque. Tout ça, ça va rassurer parce qu'il connaît. Mais tout le reste, c'est vraiment de l'inconnu. Par exemple, un tout petit bébé qui vient de naître il y a quelques heures, voire quelques jours, il était dans un espace confiné. C'était sécurisant pour lui. Là, ça fait beaucoup d'espace. D'ailleurs, c'est pour ça que je digresse un petit peu, mais certains enfants vont bien dormir lorsqu'ils sont emmaillotés. Quand on les prend dans les bras, quand ils ont des pleurs, c'est vrai qu'ils aiment bien, la plupart des temps, être un peu contenus parce que tout de suite, c'est sécurisant. Voilà. Donc, un bébé peut pleurer pour tout un tas de choses. Et il y a un livre, d'ailleurs, par rapport à ça, que je voulais conseiller tout à l'heure, mais qui est pas mal pour comprendre un petit peu les pleurs de son bébé. C'est un livre de Priscilla D'Instant, avec un U-N-S-T-A-N, et qui s'appelle Il pleure, que dit-il? Et ça permet de décoder le langage caché des bébés et apprendre à les apaiser et à comprendre, surtout pour les parents au début, on n'a pas comment dire, de mode d'emploi qui descend du ciel, donc c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, on ne sait pas trop, on est frustré, on veut aider son enfant, mais on ne le comprend pas, on ne sait pas différencier les pleurs de j'ai faim, de j'ai froid, de j'ai besoin de réconfort. Donc ça peut être une piste. Et puis après, il y a aussi tous les professionnels qui encadrent la petite enfance, qui peut aussi apporter beaucoup de soutien et beaucoup de réponses aux parents. Juste pour compléter sur cette partie pleurs, c'est important de se dire que les enfants, donc comme tu disais, ils pleurent pour un tas de raisons et il ne faut pas forcément les faire taire. Alors, c'est pas hyper agréable d'entendre un enfant pleurer, on est d'accord, mais parfois, et comme on disait notamment sur les pleurs de décharge, ça a besoin de sortir en fait. Donc, l'idée, c'est pas de le laisser tout seul dans son lit, seul, ou bien au contraire. Il faut l'accompagner, mais il ne faut pas absolument vouloir qu'il se taise parce que dans les larmes, il y a du cortisol, donc il faut que ça sorte, ça a besoin de sortir. Donc parfois, il faut les laisser pleurer, mais en étant avec eux, évidemment. Oui, voilà. Alors, c'est pas les laisser tout seul. Voilà, on le laisse pas tout seul. Sauf si on n'en peut plus, mais on en reparlera après. Mais en tout cas, on ne laisse pas un bébé pleurer tout seul, mais on peut laisser un bébé pleurer. Il n'y a pas toujours une solution dans la minute. Et parfois, juste être là, lui parler, l'accompagner, va faire en sorte que ça s'apaise.
Et des fois, ça prend plusieurs minutes, en fait, en réalité. Moi, par exemple, je vois souvent des papas, plus que des mamans quand même, mais je pense que les deux existent, mais plus des papas se décourager et donner l'enfant à la maman parce qu'en fait, il ne se calme pas en 30 secondes, 8 minutes. Et en fait, des fois, il faut 5, 10 minutes, un quart d'heure à être patient, à lui parler, à lui même lui dire des petits mots doux, à le bercer, à le caresser, à donner enfin, avoir tout un tas de petites choses, le mettre au chaud, un bon bain chaud. Il y a plein de choses pour de toute façon calmer, apaiser un enfant. Mais oui, il y a des pleurs qui ont besoin d'être exprimées. Et il faut garder à l'esprit aussi que le bébé a des moyens d'expression, il va gazouiller, il va y avoir des sons, des vocalises, mais c'est le seul moyen que le bébé a de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin d'aide, donc soit pour manger, soit parce que j'ai trop chaud, j'ai trop froid. Il est vraiment dépendant du parent, donc il y a des solutions de toute façon qu'on va donner tout à l'heure pour justement que faire quand on n'en peut plus, est-ce qu'il y a des tips par rapport à ça, mais oui, un bébé pleure et c'est pas anormal. Voilà. C'est important de Donc, s'affranchir du regard de la société qui porte pas toujours voilà. de manière agréable ce genre de comportement et qui Surtout a sur les envie de parents, ouais. faire ses Dans bébés. les espaces publics, dans le train, etc. Un bébé doit se taire, il faut le calmer, sinon les parents seront dévisagés, C'est ne sont pas compliqué. assez bons parents. Très compliqué. Ouais. Mais un bébé pleure, voilà. Et donc, je sais pas si tu avais autre chose à ajouter avant de nous dire qu'est-ce que concrètement, quand un enfant, on met l'étiquette vraiment colique, que c'est vraiment une colique et que c'est pas juste des pleurs de décharge, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire Ouais, les manifestations et les conseils pour soulager, ça marche, on y vient. Donc, manifestations. Alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des crises de pleurs qui apparaissent après les repas. On peut avoir un ventre qui est ballonné, un ventre qui est dur, qui va être assez peu malléable. Un bébé souvent, je le retrouve quand même assez en consultation, un bébé qui devient tout rouge, qui va essayer d'expulser, que ce soit les selles ou que ce soit les gaz, donc qui va pousser. D'ailleurs, il coupe un peu la respiration, il devient tout rouge et entrecoupé évidemment de pleurs. Ça va être encore une fois un bébé qui va être difficile à calmer. On a beau lui proposer un peu tout, ça répond pas à la question, j'ai envie de dire. Et souvent, d'ailleurs, les gaz que le bébé émet à ce moment-là, ça fait une petite interlude aux crises de pleurs. Et donc les gaz et les sels ont tendance à beaucoup soulager, à faire du bien. Alors, il faut comprendre que les coliques, ça reste quand même bénin, dans le sens où il n'y a pas trop de gravité, il n'y a pas de gravité à ce que bébé ait des coliques. C'est inconfortable en le fait. système digestif. Oui, autant le reflux, il y a des risques parce que ça peut toucher des zones et qu'il peut y avoir des inflammations type œsophagite. Et il faut que ça... les coliques, ça reste quelque chose de bénin. Donc, certes, ça crée de la souffrance chez l'enfant, l'angoisse chez les parents, mais il n'y a pas de gravité plus que ça, en fait. Donc déjà, rassurer ceux qui nous écoutent, peut-être les parents. Et voilà. Alors, maintenant, pour les conseils pour soulager. Alors, on va avoir beaucoup de choses quand même qui sont en dehors des crises. Ça va être évidemment le traitement ostéopathique, ça on a vraiment de bons résultats, vraiment de super bons résultats. Des fois, souvent quand même en plusieurs fois, mais allez, en une, deux fois déjà, on réduit vachement les coliques. Je parlerai tout à l'heure, après tous les conseils, de ce qu'on fait en séance. Mais on va conseiller du massage. Des massages où on va partir du nombril et on s'éloigne de plus en plus un peu comme un escargot ça va être dans le sens des aiguilles du montre. Souvent, moi, je vois des parents qui sont un peu timides, qui vont juste faire la peau. Là, on peut aller un petit peu plus en profondeur. Alors, si on a besoin d'être guidé, on peut justement aller consulter un ostéopathe qui va montrer ça en séance et qui va pouvoir corriger le parent.
mais pas hésiter à masser et à mettre un peu plus d'appui que juste la peau. La mobilisation, c'est-à-dire qu'on va prendre... j'aurais dû amener une poupée, mais c'est pas grave, je vais le mimer. Donc, bébé qui est allongé, donc la tête qui est ici, voilà, les fesses qui sont par là. Donc, on va prendre les jambes. Alors, moi, je les prends souvent, je mets les index au niveau du creux du genou et je mets le reste de ma main, je les pousse sur les tibias. Sur les tibias. Et là, je vais faire un mouvement en espèce de pédalo, c'est-à-dire que on va plier une jambe, la remettre vraiment sur le thorax et tendre l'autre, et on va faire ça par alternance. Il y a ce mouvement-là. D'ailleurs, ces mouvements-là que je montre, souvent, ça déclenche des paix. Hein. En général, on a soit une petite avalanche de sel, voilà, une avalanche, soit on a une petite symphonie d'épais qui arrive. Donc, on tend, on plie, on tend, on plie. On va avoir aussi, on plie les deux, c'est-à-dire qu'on va vraiment rabattre les jambes plusieurs fois, on les tend, on les rabat sur la poitrine, et puis après prendre plutôt le dos et prendre les jambes mais dans une même main, toujours pliées, et faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre, toujours essayer de donc les jambes pliées, les hanches pliées, mais aussi on s'éloigne, on se rapproche du thorax, on s'éloigne, on se rapproche du thorax. Et ça permet de faire un brassage au niveau du ventre de bébé, d'expulser aussi les gaz qu'il aurait du mal à expulser. Quand il pousse, déjà, le mettre à la verticale. Parce que là, on va céder de la gravité. C'est comme les adultes, hein, moi je donne souvent cet exemple aux parents. Vous êtes sorti d'un gros repas de famille bien chargé, vous n'allez pas vous allonger, vous allez plutôt rester assis ou même faire une marche digestive pour brasser et pour faciliter la digestion. C'est pareil pour bébé. Donc, alors, j'avoue que directement après manger, on va attendre un petit peu, peut-être avant de faire ces massages-là pour éviter justement les reflux. Je pense aux 30 minutes. Mais oui, en dehors des crises, faire ces massages-là. Ma fille avait été hospitalisée pour des soucis au niveau du ventre, donc qui n'était pas des coliques, un peu plus grave, mais c'était le même idée. Et il m'avait recommandé de la mettre en portage. Et en fait, que le fait qu'elle soit mobilisée, parce que forcément, je ne peux pas aller toute la journée, donc forcément, ça faisait quand même un mouvement au niveau du ventre et ça aidait aussi à ce que ça reste pas statique. Et donc, ça, comme on disait, quoi, elle faisait pas une marche digestive parce qu'elle avait 3 semaines, mais au final, elle faisait un peu de marche quand même parce qu'elle était dans mes bras, en portage, et qu'elle était stimulée par mon ventre, par mes mouvements, etc. Et que ça aidait. Je ne sais pas si tu t'approuves, mais en tout cas... oui, clairement. Et puis le fait aussi d'être à la verticale, donc c'est aider aussi de la pesanteur. Donc oui, de la gravité, pardon. Plutôt que la pesanteur, oui, la gravité. Donc voilà. Et après, par exemple, il y a des choses où tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qui est colique, qu'est-ce qui n'est pas colique, on en a parlé, mais par exemple, un bébé qui a de la fièvre, on veut dire qu'éventuellement, ce n'est pas des coliques, que peut-être il y a une infection type gastro-entérite, choses comme ça, mais qui n'est pas de l'ordre des coliques. Un enfant qui va éventuellement perdre du poids, qui va avoir de la fièvre, on n'est pas sur des coliques là pour le coup. Il faut explorer un petit peu, mais on est plutôt peut-être sûrement sur une infection plutôt que sur ça. Alors, au niveau ostéopathique, qu'est-ce qu'on va travailler ? On va travailler alors, le système digestif. Souvent, on a quand même des tensions au niveau côlon, intestin. On peut avoir colique et constipation aussi. Ou alternance, choses comme ça. Donc, on va travailler le côlon, c'est toute la partie digestive qui vient après l'intestin grêle. On va avoir donc l'œsophage, l'estomac, tout l'intestin grêle, et puis après le côlon qui se finit par le rectum. Donc, on va travailler par empilement de tissu, évidemment, parce qu'on va directement
sur le tissu, parce que sinon il faudrait ouvrir. Mais par empilement de tissu, oui, on va travailler sur ces structures-là, sur l'intestin grêle, sur tout ce qui est vasculaire aussi. Donc on a par exemple le mésentère qui fait partie de l'intestin grêle, mais qui va être très relié à la vascularisation. Et travailler cette zone-là va permettre que la zone soit mieux irriguée, mieux nourrie, les déchets mieux évacués. Donc ça aide beaucoup. On a beaucoup de tension quand même aussi. Et même chez les adultes, ça peut donner une douleur à type de... Là, c'est pas colique, mais on a quand même des adultes aussi qui ont des problématiques au niveau digestif. Des barres horizontales en bas du ventre, c'est souvent ces structures-là, ce mésentère qui est tendu. Donc voilà, ça va permettre d'améliorer aussi l'évacuation des liquides, des gaz, des sels, parce que ça bouge mieux, donc, tout simplement. Et on va travailler le bassin, les lombaires, parce que aussi les organes, ils flottent pas dans le ventre, ils sont attachés au squelette, donc ça va permettre aussi de détendre tout ça, et puis ça va éviter aussi le bébé d'être restreint dans sa mobilité. Et les lombaires, parce que aussi par rapport à la partie nerveuse, comme je disais tout à l'heure, il y a des zones dans le dos qui sont reliées à des organes, et pour le coup, les lombaires vont être plutôt liés à toute cette partie-là. Et pour la partie conseil, donc là, on a parlé de tous les massages, mobilisation. À voir avec le pédiatre si on peut utiliser une bouillotte, mais c'est assez fréquent. On a aussi la prise de probiotiques. La prise de probiotiques qui peut bien aussi aider et soulager, et qui peut aller qui peut être complètement complémentaire à l'ostéopathie, mais en tout cas l'ostéopathie, on a quand même de très très bons résultats là-dessus. Et c'est d'ailleurs, ça apaise beaucoup les parents. Les parents peuvent aussi un peu mieux dormir, et ça se fait beaucoup mieux. C'est agréable. Voilà. Ok. Troisième sujet, et pas des moindres, c'est un sujet qui me... Alors, je ne sais pas si je peux dire qui m'inquiète, mais je trouve que c'est assez impressionnant quand même le nombre d'enfants qui ont la tête plate en ce moment, et enfin depuis plusieurs années, avec les conséquences que tu évoqueras, j'imagine. Alors, la plagiocéphalie, il y a d'autres termes, mais je vais employer celui-là et puis tu compléteras. C'est vraiment le fait d'avoir la tête plate derrière, ou alors d'un côté, et donc il y a une asymétrie du crâne. Ça vient pas tout seul, hein, c'est pas genre l'enfant, il se réveille et il a la tête tordue. C'est dû à des dysfonctionnements ou des mauvaises postures, ou les deux conjugués. Des fois, ça vient aussi, c'est des positions intra-utéro. Oui, des fois. D'accord. Mais en tout cas, l'idée de l'ostéopathie, c'est de pouvoir prévenir, parce que je sais, par exemple, mon fils avait un torticolis sûrement à cause de sa naissance, et on a rapidement pu, avec l'ostéopathie, le corriger pour éviter qu'il ait une asymétrie au niveau du crâne. Si j'avais pas vu d'ostéo, clairement, il aurait eu la tête tordue. Et puis surtout, le faire vite, parce qu'en fait, à partir d'un moment, le crâne, il solidifie, et c'est quand même beaucoup plus compliqué pour vous d'intervenir. On pense aux enfants qui portent, par exemple, un casque, c'est pas hyper cool après. L'idée de ce point, c'est que tu nous sensibilises sur qu'est-ce que c'est déjà, et puis surtout concrètement, comment faire pour éviter que mon enfant soit concerné par cette plagiocéphalie. Et je tiens à le dire, et c'est moi qui vais m'engager sur ce point, si toi tu ne le fais pas, peut-être que tu t'engageras, c'est que les pédiatres, en majorité, ne sont pas formés sur ce sujet-là. Et moi, j'entends encore des pédiatres dans mon entourage qui disent « Non, mais c'est pas grave, ça va passer ». Non, en fait, votre enfant, il a 9, 10, 11 mois et ça passera pas. Il aura la tête comme ça, et ça peut un peu s'arranger quand il va forcément grandir et que les muscles derrière vont tirer, mais ça ne reviendra pas à la normale. Donc, pédiatre, médecin, ne veut pas dire on est formé sur tout, hein, ils sont quasiment pas formés à l'allaitement, et sur ce sujet-là, ils sont quasiment pas formés, sauf si eux font la démarche d'être formés. Donc, pour moi, on va vers les professionnels qui sont compétents, et en termes de plagiocéphalie, c'est les ostéopathes, peut-être les kinés, et encore, je ne sais pas trop, mais les ostéopathes qui, comme toi, qui sont formés en périnate surtout, qui sont formés sur ce sujet-là et qui peuvent vous répondre. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas médecins qu'ils ne peuvent pas. Voilà.
C'est moi qui l'ai dit. Je vois le message. Ouais. Non, mais en fait, ça m'énerve parce qu'on a des pédiatres qui disent encore laissez pleurer vos enfants, ça passera, ça leur fera les bronches. Donc, alors sur la plagiocéphalie, je ne vous raconte même pas le genre de bêtises que j'entends. Donc, non, une plagiocéphalie, ça passe pas. Non, une plagiocéphalie, c'est pas normal et on peut la soigner si on s'y attelle. Bon, je vais te laisser la main maintenant. Ok. Alors déjà, pour les pédiatres, c'est vrai qu'on ne savait pas. Maintenant, il y a plein de choses qui ont évolué par rapport, on parlait des pleurs, les neurosciences, tout ça. Maintenant, on a des outils pour comprendre un peu plus le fonctionnement. Donc, et puis, il y a aussi le fait que c'est un peu la patate chaude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on va donner ce qu'on pense être le mieux. Et d'ailleurs, c'était des choses qu'on disait, je pense qu'on formait les gens comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut que les gens se reforment et se mettent un peu au goût du jour de tout ce qui est neurosciences, etc. Mais, enfin, je modérerais peut-être un petit peu le propos dans le sens où faut peut-être pas trop leur en vouloir parce que c'est ce qu'on leur a appris. Mais oui, il faudrait qu'ils se remettent à jour. Je suis pas du tout indulgente. Et je donne souvent un exemple à ma mère notamment, parce que oui, on a toujours fait comme ça et on a appris comme ça. Ok, sauf que par exemple, j'ai eu 2 césariennes. Et mon chirurgien, il m'a opéré, il m'a fait une ouverture, vous voyez, en césarienne, en bas, au-dessus du ventre, comme ça. Mon chirurgien, il s'est mis au goût du jour parce qu'il avait, pour le coup, il allait partir à la retraite, en tout cas pour ma première césarienne. Il m'a pas ouvert comme il a appris, en fait. Il m'a pas ouvert de là, alors qu'il a appris comme ça. Sûrement, vu son âge, il a dû apprendre comme ça. Donc, il y a des médecins qui se mettent au goût du jour. Et heureusement, parce qu'en fait, je pense que s'il ouvrait encore comme ça, il n'aurait pas beaucoup de monde dans son cabinet. Donc, en fait, pour moi, et ça, c'est vraiment mon avis, ça n'engage que moi, ça n'engage pas Marie qui est là à côté. Un médecin, un pédiatre doit se former. Je sais que j'ai choisi ma pédiatre comme ça. Elle est formée. Et tous les ans, elle part en formation. Donc, oui, elle a... Je suis d'accord. Et d'ailleurs, en fait, normalement, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on donc, elle est formée à il doit y avoir l'allaitement. au moins un minimum de formation à l'année. Elle est formée au portage, elle connaît les bienfaits, elle connaît, enfin bref. Et la plagiocéphalie, c'est un sujet nouveau. Pourquoi? Parce qu'on laisse nos bébés dans des cosy et dans des transats, entre autres, mais beaucoup pour ça. Et en fait, pour moi, c'est pas OK qu'un pédiatre ne soit pas formé, qui détecte pas, qui renvoie pas vers un ostéo. Moi, ça me rend ouf. Et je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de juste milieu. Donc, ça m'énerve beaucoup. Oui, c'est un peu 100%. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que tous les thérapeutes doivent rester au goût du jour et doivent j'ai tout dit, se mettre au goût du jour par rapport aux nouvelles techniques, à ce qu'on a appris, à remettre. Et des fois aussi, la science, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est établi jusqu'à ce que la science dégomme cet établi-là. Exactement. Donc, on a besoin, en fait, de se remettre au bout du jour et de se renouveler et de tout ça. Ce qu'on dit là, aujourd'hui, est valable là, jusqu'à ce que des études, un jour, aillent creuser encore plus et disent, là, ici, ça fait ça, on a avancé. Sauf qu'en fait, on a aussi en France un problème, c'est ils sont médecins, donc ils savent. Ils sont psy, donc ils savent, et vous avez des professionnels qui sont psychologues, surtout en ce moment. Il y a quand même de gros débats avec une charmante femme qui est la fille d'un très, très célèbre chanteur, je ne dirai pas son nom, mais tout le monde a compris, qui dit qu'enfermer un enfant d'1 an dans sa chambre à clé parce qu'il a fait une colère, c'est OK, en fait, et que c'est comme ça qu'on va devoir pouvoir l'éduquer. Non, en fait. Non, les neurosciences ont bien montré que c'est pas comme ça que ça marchait. Et pourtant, cette personne est psychologue et elle a fait 5 ans d'études que je n'ai pas fait. Et oui, voilà. Oui, mais elle s'est pas remise au bout du jour. Et voilà. Sujet clos, je pourrais en parler pendant 5 ans, mais parlons des plagiocéphalies. Déjà, explique-nous ce que c'est, même si on ne va pas rentrer dans la technique parce que on voit à peu près visuellement, mais que tu nous expliques ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais vulgariser pour que ce soit compréhensible. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour son bébé pour pas qu'il en ait? J'ai plein de conseils à donner. Et une fois qu'il l'a, qu'est-ce que je fais pour pas qu'il ait un casque et pour qu'il ait la tête droite? À toi. Alors, déjà, la plagiocéphalie, ce sont des déformations. Qui sont dues à des forces qui sont externes au crâne du bébé, au crâne qui est très malléable, crâne du fœtus aussi, ou du nourrisson, parce que encore une fois, on peut avoir des contraintes qui sont au sein du
ventre de la maman, au sein de l'utérus. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un bébé qui a eu une plagiocéphalie parce qu'en fait, il a dû se développer autour d'un fibrome. Donc oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc crâne du fœtus ou crâne du nourrisson, donc des forces externes. Et en fait, il y a plusieurs types de plagiocéphalie. On a grosso modo deux types. Plagiocéphalie qu'on va appeler positionnelle ou posturale ou fonctionnelle. Alors, on donne 3 noms pour le même type de plagiocéphalie. Et on va avoir les plagiocéphalies avec craniosténose. Je vais expliquer ce que c'est après. Ou malformation avec fusion prématurée des sutures coronales, lambdoïdes, etc. Et qui peut créer un développement anormal de ces sutures et avec un déficit de croissance qui est localisé et qui peut d'ailleurs démarrer dès la période fœtale. Alors, juste pour on parlait de lambdoïdes et tout ça, que je vous montre un petit peu. Alors, donc, on disait coronal, donc on va voir les coronales, c'est ici, donc entre le pariétal envers et le frontal. Et on va avoir la lambdoïde, plutôt à ce niveau-là, entre pariétal et occiput. Alors, craniosténose, pour vraiment dire ce que c'est. Donc, c'est une déformation du crâne des nouveau-nés qui se produit lorsque les os se soudent trop tôt. Parce que un crâne d'un bébé n'est pas fini, d'ailleurs le squelette n'est pas fini. Par exemple, le sacrum, il va finir de s'ossifier à 25 ans. Donc, c'est dire. Le crâne du bébé, c'est dans les premières années que ça va se mettre en place. Par exemple, l'occiput, il se finit complètement à l'âge entre 5-7 ans. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que c'est bien de voir les petits bouts le plus tôt possible, parce que le crâne est encore malléable et on peut encore faire plein de choses. Il y a plusieurs parties du crâne. Il va y avoir une partie plutôt avec des noyaux d'acidification. Il va y avoir une partie cartilagineuse. On va avoir plusieurs parties qui se développent de manière différente. Voilà. Donc voilà. Donc c'est important en fait de consulter dès le plus jeune âge pour justement déjà diagnostiquer ça. Prévenir aussi, donner tous les conseils aux parents. Alors, pour les chiffres, alors, les auteurs des études estiment quand même qu'il faut d'autres études pour confirmer les résultats observés, mais on a un chiffre qui est 22%. La prévalence serait de 22%. 22,1% à 7 semaines. À 4 mois, ça serait 19,7% et 3,3% à 2 ans. Donc, ça a tendance quand même à s'améliorer. D'ailleurs, c'est dans les conseils, c'est avec la mobilité de l'enfant, avec la sollicitation des cervicales, etc. Mais je te rejoins là-dessus pour avoir vu des adultes qui n'ont jamais été vus par des professionnels, qu'il y a certaines plagiocéphalies qui ont besoin quand même d'un gros coup de pouce, parce que sinon ça s'améliore, mais pas suffisamment, et ça reste visible, et ça peut avoir des conséquences sur la mobilité cervicale, sur le développement de la colonne, sur ce genre de choses. Donc oui. Alors, on a plusieurs types donc là, on a les deux types, donc soit positionnel, postural, fonctionnel, ou dû à une craniosténose, c'est-à-dire une ossification précoce, en fait, de deux os qui vont se souder trop tôt. Donc voilà, mais on a aussi plusieurs types, plusieurs classes, c'est-à-dire qu'on va avoir alors là, je vais prendre dans les plagiocéphalies positionnelles, on va rester sur ce terme parce qu'on ne va pas dire les trois à chaque fois. Sur les plagiocéphalies positionnelles, on va avoir les plagiocéphalies occipitales, on va avoir les brachycéphalies et on va avoir les dolicocéphalies. Alors, je vais reprendre. J'ai l'impression de faire Jamie quand je fais ça. Alors, donc,
Pour les occipitales, je vais les mettre comme ça. Donc ça, là c'est devant, là c'est derrière. Occipital, donc souvent ça va démarrer. Alors, voilà, voilà. Donc ça va démarrer d'ailleurs d'un côté ou de l'autre. Ça va commencer à s'aplatir derrière et ça va avoir ça va revenir devant. Et souvent occipital, c'est-à-dire que ça s'appliquait ici et puis au fur et à mesure on a les oreilles qui se décalent et devant ça s'aplatit aussi. La brachycéphalie, c'est les bébés qui ont la tête plate derrière. C'est vraiment, il n'y a pas d'arrondi, ça fait comme ça. Et c'est des bébés qui peuvent avoir des têtes assez imposantes. Et on va voir la dolicocéphalie. C'est à ce niveau-là, c'est une tête qui va être très allongée, en fait. Une forme de tête qui va être très allongée. Et en fait, on a mis en évidence quand même des facteurs de risque. Alors, pour les brachys, brachycéphalie, ça peut être donc les bébés macrosomes, les bébés qui sont vraiment qui naissent très gros, avec un très gros poids. Ça peut être après une fracture de clavicule ou d'une jambe. Un bébé qui est complètement hypotonique, qui est complètement mou au niveau de son système nerveux, il y a un petit problème parce qu'un bébé, ça va plutôt être très tonique au niveau des membres et plutôt hypotonique au niveau du tronc, donc ça c'est la normalité. D'ailleurs avec ou sans retard de développement. Il peut y avoir des bébés qui sont atteints de cardiopathie ou des bébés qui sont allaités très longtemps. Ça, c'est des facteurs de risque qui ont été mis en évidence par l'autre autorité de santé. Pour la dolicocéphalie. Quand tu dis allaiter très longtemps, ça veut dire qu'il reste de manière... Allaité. Allaité? Ouais, allaité, pas allaité. Ah, d'accord. Ouais. C'est a priori, ce serait un facteur de risque. Je ne comprends pas trop ce point-là. Moi, c'est plutôt les autres qui me parlent. Parce que tant qu'il y a une mobilité, en fait, de l'enfant, qu'il y a des phases d'éveil où il ne reste pas allongé dans son transat, où il est tout en fermeture, il y a quand même plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais ça a été recensé dans les facteurs de risque. Donc c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Pour la dolicocéphalie, donc justement les crânes qui sont vraiment très en long, dans les facteurs de risque, enfin les facteurs qui seraient à l'origine de ça, ça serait les séjours prolongés en néonat, parce qu'en fait ils sont placés sur le côté et ils bougent pas forcément beaucoup. Donc en fait c'est ça, hein, on parlait de pression, de force externe. C'est ça, c'est un appui qui va toujours au même endroit. Par exemple, là on le voit version enfant, mais version adulte ou version personne âgée, on voit ça. Alors c'est pas de l'ordre de la déformation, mais ça a un impact sur le corps. Les escarres, les personnes qui sont toujours dans la même position, qui bougent pas, ça a un impact sur le corps. Là c'est pareil. Des bébés donc séjour prolongé en néonat, donc des primas aussi, des prématurés, qui sont du coup constamment sur le côté. Donc voilà. Ça s'améliore quand même dans la majorité des cas, mais c'est vrai que c'est mieux de passer par un ostéopathe ou même des fois ostéopathe et kiné pour la mobilité de l'enfant, pour le confort de l'enfant, pour que la motricité aussi se développe bien. Et comment dire, faire de la prévention sur la craniosténose, parce que ça pour le coup c'est plutôt de l'ordre de la... C'est pas fonctionnel là, plutôt c'est pathologique. Et on a d'ailleurs des choses, par exemple on a des opérations dans ces cas-là, des opérations assez lourdes pour les enfants avec des cicatrices qui sont vraiment assez importantes. Donc oui, c'est important de consulter, de faire de la prévention aussi par rapport à ça. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'on a beaucoup plus qu'il y a certaines années, dans les années avant, parce que en fait, depuis les années 90, la Haute Autorité de Santé a donné des recommandations pour coucher l'enfant sur le dos
parce que ça a permis quand même de réduire de 76%, ce qui n'est pas négligeable, le risque de mort subite du nourrisson. Que un bébé, un nourrisson, ne tient pas sa tête, et que s'il est sur le ventre et qu'il n'est pas en présence de son parent, et qu'il n'arrive pas à soulever sa tête, à la mettre sur le côté, bah, il y a les voies respiratoires qui sont gênées. Et donc voilà, d'un côté, on a... bah, ça améliore le risque, ça permet de réduire le risque de mort subite du nourrisson de 76%, le fait de coucher le bébé toujours sur le dos. Mais il y a aussi le fait que bah, ça joue sur les plagiocéphalies. Et un bébé qui est toujours sur le dos, moi j'ai des parents par exemple, le bébé, il ne voit jamais le tapis d'éveil. Il reste toujours dans un endroit complètement fermé. Et d'ailleurs, ça peut se voir sur le développement, la motricité, parce qu'en fait, ils sont pas stimulés, tout simplement. Bah, c'est pour ça que les transats, il y a quand même beaucoup de pros qui œuvrent maintenant pour qu'on en utilise le moins possible parce que c'est pas bon pour l'enfant. Et idem, on en peut parler, mais un COSI n'est pas un endroit où un enfant peut se développer. Et il y a un site que j'aime beaucoup qui œuvre pour que les sièges auto, voilà, on choisisse les bons sièges auto parce que c'est pas chez Aubert qu'on fait ce genre de choix correctement. Et qui explique notamment qu'on ne reste pas dans un siège, dans un COSI, en tout cas pour un bébé très longtemps, et qu'au bout d'une heure et demie, il faut que le bébé il sorte du cosy, qu'on puisse qu'il puisse se mouvoir, bouger sa colonne, etc. Alors, quand on fait de la route, bah, évidemment, on enchaîne un peu, une heure et demie, on sort un peu, une heure et demie. En fait, dans le quotidien, un enfant ne doit pas faire des promenades en cosy, se balader en cosy, en voiture, en promenade, en cosy. Et on en voit beaucoup, en fait. Et donc, forcément, bah, après, ils sont moins mobiles, ils ont la tête plate. Et ouais, j'aurais tendance à dire que c'est la facilité. C'est la facilité. Après, maintenant, d'ailleurs, je donne beaucoup d'alternatives aux parents dans les conseils pour la prévention aussi. Il y a tu en parlais tout à l'heure, le portage, l'échappe de portage ou oui, le portage, ça permet de réduire ou de prévenir ou c'est un des conseils qui va aider aussi l'enfant à ce que le crâne se développe bien parce que justement, il y a une sollicitation des cervicales, il n'y a pas un appui qui est constant sur l'arrière du crâne ou sur un côté, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est que bébé est toujours calé comme il faut, le crâne s'aplatit, et en fait, comme c'est plat, bah le crâne est calé, alors que de l'autre côté, bah, le crâne roule, donc ça va être moins confortable, alors que du côté plat, bah, c'est calé, donc ça va être aussi plus facile pour l'enfant. Mais oui. Mais oui. Après, ça peut avoir des conséquences, on l'a dit, sur la mobilité, mais en termes de pathologie, ça reste quand même, enfin, une plagiocéphalie, mis à part s'il y a une crâniosténose, ça reste quand même plutôt bénin. C'est esthétique et aussi ça peut jouer sur la mobilité, mais a priori il n'y aurait pas de données scientifiques qui montrent un lien de causalité entre plagiocéphalie, retard neurodéveloppemental. Alors j'inclurais peut-être pas la craniosténose parce qu'une craniosténose en fait c'est vraiment pathologique et là pour le coup on peut être amené justement à opérer parce que donc pas de lien de causalité, retard neurodéveloppemental, je vais y arriver. Troubles spécifiques ophtalmologiques, oculomoteurs et vestibulaires. Donc oui, c'est important pour la mobilité, pour l'esthétique, mais dans le sens où c'est pas pour tout ce qui va être plagiocéphalie fonctionnelle, posturale, il n'y a pas d'énorme gravité sur l'enfant. Il est important d'aller consulter pour faire de la prévention, pour traiter ça. Et ne pas faire en sorte qu'il y ait des conséquences en fait sur la mobilité, sur le développement, la colonne, etc. Mais si on parle vraiment purement de santé pathologique, santé pathologique plutôt, voilà, ça reste plutôt bénin et heureusement. Voilà. Ok. Tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Comment ?
Tu voulais rajouter quelque chose sur la partie plagio? Enfin, Ah plagio, oui, globalement. oui, alors Ça coupe. Tu m'entends, Marie? Ça a coupé de mon côté. ça y est, je commence à la fouiller. Important à retenir. Consulter dans le flux malade. Voilà. Ensuite, dans les... voilà. Mettre un maximum de bébé sur le ventre, sous surveillance, jusqu'aux 4 mois, parce que justement, le bébé ne peut pas surélever sa tête. Tout seul, ou du moins a des difficultés dans les premiers... jusqu'à 2 mois, où il va la tenir un peu, après, pouf, ça retombe. Alterner les côtés. Le sein et d'alterner à chaque fois. Le biberon, pareil. Je sais qu'on a un côté fort, mais alterner. Pareil quand on porte, alterner les bras ou préférer peut-être la position centrale. Après, il y a aussi le comment dire, l'écharpe, on disait. Ah oui, ouais, je viens de recevoir. Ok. Oui, bah ça on en parlera peut-être après, mais on a des bébés qui sont très, très, très en avance sur leur, tout ce qui est psychomoteur. Moi j'ai vu des bébés qui à 2 mois tenaient leur tête. C'est assez... Alors je sais pas si c'était la période Covid ou quoi, les parents ont pu surstimuler leur enfant, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bébés qui étaient vraiment bien stimulés et qui du coup, développent leur motricité, leur langage, leur tout. Et, mais oui, en principe, dans les écrits, quand on apprend, c'est 2 mois, ils tiennent leur tête et puis pouf, ça tombe. Et puis 4 mois, et c'est vraiment le mois où ils vont tenir leur tête bien comme il faut. Ça y est, c'est acquis. Quoi. Voilà. Stimuler aussi les bébés bien des 2 côtés pour qu'ils puissent faire bien sa rotation menton-épaule. Si bébé dort en cododo, bien alterné, alors lorsqu'on couche, un coup mettre la tête ici, un coup mettre la tête là, parce qu'un bébé, il va être... un bébé va être attiré par tout ce qui est odeur, son. La vue, c'est un peu moins... Enfin, la vision n'est pas encore nette, propre, Changer etc. le cododo de place, sinon que la maman, s'il dort, c'est souvent le bébé dort du côté de la maman, pour l'allaitement en tout cas, ou pour la relation de bref, c'est souvent, globalement, quel que soit le parent. Peut-être changer le berceau de côté pour qu'il ait une fois sa mère à droite, une fois sa mère à gauche, justement. On peut faire ça, mais souvent, moi, ce que je conseille, c'est de changer le bébé de sens directement dans le cododo. Ça évite de changer, surtout que les parents peuvent être vite fatigués. Donc, juste changer de sens et ça fonctionne bien. Après, s'il dort dans son lit, dans une chambre à part, voir de quel côté est la porte, de quel côté est la lumière. Parce qu'un bébé, il va avoir les contrastes forts. Donc, quand il y a des contrastes forts, il va avoir tendance à tourner la tête du côté de la lumière. Du côté des sons, donc s'il y a une porte d'un côté. Donc ça peut être intéressant de changer de côté à ce moment-là si il y a une lumière d'un côté, la porte de l'autre, ou voilà, de changer ça. Enfin, en général, on voit ça en séance, toute l'organisation. Préférer, évidemment, donc on disait tout à l'heure, préférer le tapis d'éveil pour que justement le bébé puisse s'ouvrir. Ça va permettre aussi de développer tout ce qui est préhension et puis développer aussi sa mobilité cervicale. Éviter l'arche favoriser au-dessus de la tête. Oui, ça peut être bien, parce que ça stimule le bébé, donc tout ce qui stimule le bébé, c'est très bien. Le mettre à droite, à gauche. Ouais, c'est ça. Après, on peut faire, par exemple, les premières couleurs que bébé voit, c'est le rouge. Donc, au début, on va faire quelque chose de très contrasté, noir, blanc. D'ailleurs, on voit ça immergé dans tout ce qui est jeu, équipement pour bébé, etc. Et après, le rouge. Et on va, ça peut être des hochets, ça peut être n'importe quoi. Mais, et puis, favoriser le temps. Le plus gros, c'est le temps sur le ventre, sous surveillance. Parce que vraiment, ils vont stimuler de chaque côté, ils vont soulever la tête et
le squelette aussi se développe parce qu'il y a une traction sur l'os qui se fait. Et ça, c'est dû aux muscles. Donc, on a besoin de cette sollicitation musculaire pour que le crâne vraiment se développe et de manière symétrique. Donc, voilà. Alterner au biberon, j'ai déjà dit. Simuler, j'ai déjà dit. Et puis après, il y a aussi l'ostéopathie, où on va débloquer tout un tas de choses. On va débloquer l'axe, donc le crâne et le sacrum. Ce sont des structures qui fonctionnent beaucoup ensemble parce qu'elles sont reliées à toute un tas de structures nerveuses. On va avoir toutes les sutures, on va vérifier toutes les fontanelles, les cervicales, les tensions sur le devant. Et puis la kinésithérapie peut aider par rapport, tu parlais de torticolis congénitale, il va nous aider aussi vis-à-vis de ça. Ok. On voulait aborder deux autres petits sujets avant de clôturer parce qu'on a été très bavard. Rapidement, on entend quelques fois, oui, alors la motricité libre, je laisse mon enfant sur un tapis et en gros, advienne que pour un jour, il s'assiera et il marchera tout seul. J'ai fait la motricité libre avec mes enfants, mais j'étais quand même un petit peu dans l'accompagnement aussi, alors à les aider à se retourner, etc. Toi, ton avis professionnel sur cette motricité libre versus j'accompagne un petit peu mon enfant Alors, je suis plutôt je suis pas contre le fait que les parents accompagnent l'enfant et leur montrent des choses, mais l'enfant va apprendre tout seul. C'est-à-dire que, par exemple, la marche, alors il y a le mimétisme, il voit comment les parents se débrouillent, mais on ne peut pas faire pour lui, donc il y a des choses que l'enfant va apprendre tout seul. L'enfant apprend beaucoup en mimétisme, donc recréer ce que le parent fait. On peut l'accompagner, oui, mais il faut partir du principe quand même que l'enfant, ses phases de développement vont se faire de toute façon naturellement, en fait. Naturellement. L'enfant est... Alors, je dirais pas qu'il est peut-être fait pour ça, mais c'est en fonction de son développement psychomoteur, de son cerveau, de ses circuits nerveux. On ne peut pas aller plus vite que la musique non plus. Mais stimuler son enfant, oui, il va permettre beaucoup de l'aider. On parlait de psychomoteur. Un bébé où on ne lui parle jamais, qui voit que les écrans et où il n'y a pas d'interaction sociale, ça peut être un bébé, un enfant qui ne parle pas. Moi, j'en ai vu, hein. J'en ai vu des enfants de 5 ans qui ne parlaient pas. Et en fait, donc il y a aussi cette chose d'être stimulé. Mais il faut comprendre que l'enfant, on peut le stimuler, mais il va apprendre de toute façon par lui-même. La chose que le parent peut apporter, c'est un cadre de sécurité, de soutien, éventuellement l'accompagner, lui montrer, mais de toute façon il finira par le faire tout seul et c'est comme ça d'ailleurs qu'il va apprendre. Par exemple, quand bébé tient sa tête, il va voir que les parents le font, mais c'est lui qui va comprendre, apprendre, avoir les sensations dans son corps et c'est lui qui va pouvoir intégrer vraiment tout ça et pouvoir le reproduire après à foison, quoi. Donc voilà, l'ostéopathe, le but de l'ostéopathe, ça va être justement de débloquer. Par exemple, moi j'ai des enfants qui sont bloqués des fois, ils ont du mal à passer, justement c'est l'âge où ils doivent passer peut-être aux 4 pattes ou faire du ventre dos ventre et des enfants qui vont avoir des difficultés à faire ça, même quand les parents les encadrent comme il faut, les stimulent, etc. Et bien, nous on va apporter cette solution pour cette proposition de débloquer, de donner un petit coup de pouce au corps du bébé pour que derrière, pouf, il puisse se débrouiller, tout seul. Et c'est assez marquant parce qu'entre le début de la séance et la fin de la séance, début de séance, il ne le fait pas, la fin de la séance, souvent, il le fait, quoi. Je l'ai vécu. Ma fille était très en avance au niveau motricité. Elle était assez poussive, contrairement à mon fils qui était un petit peu une larve. Et c'est comme ça. C'était une fille, sûrement, c'était pour ça. Les enfants sont tous différents. Oui, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, elle a rampé pendant très longtemps et elle ne se mettait pas à faire le 4 pattes. Presque, elle tenait debout, qu'elle ne faisait toujours pas de 4 pattes. Et bref, lors d'une séance d'ostéopathie, je lui ai dit, voilà, non, elle ne fait pas encore 4 pattes. Bon,
ça viendra, hein, j'étais pas hyper inquiète. Donc elle rampait, on aurait dit un serpent, hein, donc elle rampait partout. Et vraiment, elle avait en fait un petit truc coincé au niveau de la hanche. Il y avait un petit truc qui gênait. Elle a été manipulée, il l'a posée par terre et elle s'est mise à faire du tricot. Ah Donc, non, c'est impressionnant. Hein. vraiment, comme quoi c'est important. Enfin, moi, je milite pour qu'on aille voir parce que je me dis c'est quand même dommage qu'elle soit gênée dans sa motricité pour un truc hyper bête. Et alors qu'en fait, elle avait les compétences pour le faire, que ce soit physique. Je pense qu'elle était prête, quoi. C'est juste qu'il y avait un Ouais. fonctionnement, une petite gêne et que. Puis en plus, des bébés, ça tombe. Des bébés, en plus, rien qu'à l'accouchement, la façon dont ils vont être sortis, extraits, avec les instruments, les ventouses. Alors, normalement, tout ce qui est instrument, c'est censé guider, orienter. Moi, j'ai vu des enfants naître sous ventouse. Ah, c'est pas juste que du guidage, hein, c'est vraiment, ils tirent. Et d'ailleurs, on le voit après La tête est la forme. déformée. Ouais. Donc en fait, oui, il y a des contraintes, même si un bébé est tout neuf, etc., il vit des contraintes, que ce soit in utero, que ce soit à l'accouchement, en tombant dans la vie de tous les jours, en se cognant, en ci, en là. Donc oui, il peut, comme à l'âge adulte d'ailleurs, avoir des blocages et avoir le besoin d'être débloqué pour pof, allez, hop. Ouais, J'avais une petite fille aussi qui s'asseyait en W et qui ne voulait pas, qui n'arrivait pas à s'asseoir en tailleur. Et en fait, elle avait, sans plus que l'âge, à 8 mois normalement, on s'assoit, on est stable. Et elle, c'est parce qu'elle cherchait de la stabilité comme ça, parce qu'elle avait un blocage bassin lombaire, ce qui fait qu'en fait, ça la mettait un peu en déséquilibre, et que parce que ça bloquait, elle était aussi pas très à l'aise. Et pareil, je la traite. Et alors, il n'y a pas une position qui est mieux que l'autre. Hein. Donc elle fait les deux, il n'y a pas de problème, mais comme elle faisait que là, on pouvait se dire que. Et bien, après la séance, elle s'est mise en tailleur. Juste après, c'était très rigolo d'ailleurs. Ouais, c'est dingue. Et juste avant qu'on conclue, tu voulais nous parler du syndrome du bébé secoué et de. Des pleurs, on en avait parlé déjà un petit peu, Ouais, mais on peut en reparler peut-être un petit peu. Alors, oui, je voulais faire vraiment de la prévention sur l'enfance secouée. En fait, c'est pas que les parents indignes, violents, etc., qui vont secouer leur enfant, c'est aussi des parents qui sont épuisés et qui n'ont pas forcément qui sont pas éclairés là-dessus, qui ne savent pas, qui peuvent faire du mal à leur enfant, comme ça. Et petit. Il y a plein de solutions justement de prévention des solutions du côté parent pour t'apaiser, pour éviter d'en arriver là en fait. Donc on va avoir les casques anti-bruit qui permettent par exemple quand un enfant pleure beaucoup et que on a la tête comme ça, on n'en peut plus, déjà de réduire. Donc déjà on est un peu plus au calme et ça nous permet aussi de prendre plus de recul, d'être un peu plus apaisé. Alors c'est pas pour autant qu'on n'entend plus du tout l'enfant, mais ou qu'on veut plus écouter sa demande et qu'on n'est pas là pour lui, mais pour les enfants, pour les parents pardon, qui sont à bout, qui sont vraiment épuisés, et en plus on est un peu plus irritable lorsqu'on est épuisé, ça peut aider à descendre cette pression-là. Passer le relais au conjoint. Moi, par contre, je ne suis pas forcément pour ce que les parents font ce qu'ils veulent et ils trouvent leur organisation. Moi, je dis souvent que les parents, on va leur donner des conseils de tous les côtés, il faut qu'ils trouvent leur solution qui leur vont à eux. Mais des parents qui vont faire tout à deux, systématiquement tout à deux, etc., en fait, on ne peut pas passer le relais. On est épuisé à deux, on est énervé à deux, on est tout à deux. Donc j'aurais plutôt tendance à fonctionner en relais, c'est-à-dire quand il y en a un qui en peut plus, il passe le relais à l'autre, l'autre va se reposer ou va essayer de se calmer dans une autre pièce. Pour les parents seuls, il peut y avoir seul dans le sens où le conjoint est parti, ou il n'est pas disponible, ou choses comme ça. C'est de la famille, des parents, essayer de demander aux grands-parents d'être présents pour pouvoir justement faire ce flambeau-là qui n'est pas entre le conjoint et la maman, mais il peut y avoir ça. Puis si vraiment on est très très isolé, ce qui peut arriver, c'est de... Bon, ok, on sait qu'il ne faut pas faire pleurer un bébé, mais vaut mieux
vaut mieux peut-être le poser quelques instants dans son lit, aller dans une autre pièce, respirer, essayer Même prendre une de douche 5 minutes, de s'auto-calmer et après revenir vers l'enfant plutôt que en arriver à là où là pour le coup les dégâts sont assez forts en fait. Ça peut créer un traumatisme crânien, il peut y avoir des moulissements, un changement de comportement du bébé. Mais ça peut entraîner la mort. Ouais. Hein. Souvent Ah un oui, handicap lourd et puis souvent la mort. Mais oui, c'est très grave. dans ce cas-là, on pose le bébé, on va prendre une douche, on boit une tisane et on revient. Et c'est pas très grave s'il a pleuré 10 minutes. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et on en parle beaucoup dans la première journée du sommet, donc vous l'avez vu hier. Mais Anna Roy donne aussi des conseils sur comment je vais me faire aider de l'entourage, comment je prépare l'entourage. Et on en parle aussi avec Marion et Delphine sur comment je gère cet entourage pour qu'il me serve en tant que maman. Parce qu'on a besoin de beaucoup de choses quand on vient d'accoucher en tant que parent et plus d'aide que de doudou et de gigoteuse. Donc voilà, on en parle et c'est assez intéressant de gérer ça en amont justement pour être aidé, qu'on soit en couple ou pas en couple et surtout si on est vraiment solo, enfin, ou parents solo. Ouais, surtout que les parents sont plutôt mis en second plan, c'est-à-dire qu'une fois que le bébé est arrivé, c'est bébé, mais c'est pour ça d'ailleurs que des fois les mamans elles se retrouvent un peu en décalage, c'est-à-dire qu'elles étaient chouchoutées des fois pendant la grossesse, et puis après en fait elles sont complètement en second plan quoi. Donc, si on existe quand on a mauvaise mine ou quand on ne s'est pas maquillé, là on voit que ça va pas. Et... Ah là, ouais, là c'est compliqué. Ah ouais, ça c'est un débat sociétal là pour le coup. On est encore sur des dictates, c'est autre chose ça. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Voilà. Une petite chose encore peut-être. Les écrans. Je sais pas si il y a des intervenants qui vont en parler, mais dans ce sommet, mais les écrans, si possible, le moins possible, et si possible, encore une fois, pas d'écran avant 3 ans. Parce qu'un enfant a vraiment besoin de cette interaction, de voir les mimiques de l'adulte, de voir les micro-expressions, d'avoir de cet échange, d'être stimulé, etc. Et d'avoir aussi du 3D. Parce que la 2D, il y a beaucoup de choses maintenant de jeux éducatifs pour apprendre des choses comme ça. On voit qu'en fait, c'est catastrophique parce qu'en fait, l'enfant n'apprend pas bien ou n'apprend pas... et ça a des effets dévastateurs sur l'apprentissage, sur le langage, sur tellement de choses. Donc, les écrans, si on peut éviter. Moi, encore une fois, j'ai vu un enfant de 5 ans ne pas parler. Et parce qu'il n'était que les écrans. C'est pareil, c'est la solution de facilité. Comment on faisait nos grands-parents, comment on a fait nous. On avait des dessins animés, mais plus tard, mais sinon des jeux en 3D, être stimulé, voir les choses être dans le réel. Ouais, c'était juste la petite case prévention. Je suis tout à fait d'accord. Après l'idée n'est pas de culpabiliser les parents, mais tu as raison d'alerter sur l'impact des écrans parce qu'ils ne sont pas du tout anodins et c'est prouvé de plus en plus que c'est une catastrophe au niveau du développement. Après, c'est assez différent de j'en peux plus, je mets un dessin animé une fois dans la semaine versus oui, voilà, c'est ça, c'est 3 heures dans la mesure en fait. Donc les parents font ce qu'ils peuvent, évidemment. On est d'accord. Il faut ça pour avoir un petit peu de sommeil, on fait ça, mais c'est possible. C'est possible. Le moins possible, et si c'est pas avant 3 ans, c'est encore mieux. Voilà. Mais encore une fois, on fait avec ce qu'on a et on fait ce qu'on peut. Bien d'accord, tu as raison. En tout cas, merci Marie pour tout ce contenu, c'était très riche. J'espère que ça a répondu à toutes les questions et aux questions des auditeurs. C'est super. Vous pouvez retrouver Marie, donc elle est ostéopathe à Reims, donc si vous êtes dans le coin, et elle intervient aussi un peu vers Marne-la-Vallée quand même, de temps en temps. De temps en temps. Moins, parce que quand même, je travaille, je voudrais... j'ai un projet sur le long terme sur Reims et je voudrais développer tout ça. Mais de temps en temps, juste pour la famille, les amis, les VIP, comme j'ai tendance à dire. Mais sinon, ouais, sur Reims. Sur Reims. Donc, vous retrouvez toutes ces informations sur le site du sommet. Et puis, je te dis à très bientôt. Et vous, à tout à l'heure, puisqu'il y a une autre conférence qui va suivre. Au revoir. Et puis, merci beaucoup de m'avoir invitée. De rien, Marie. À bientôt.
À bientôt, au revoir.